Entre midi et 13h, les unités allemandes qui se trouvent tout autour de Sainte-Mère-Église vont commencer à s'organiser. Et ça va être notamment les parties les plus compliquées pour des hommes du 508e régiment de parachutistes de la 82e Airborne, qui avaient pour objectif notamment de se regrouper sur cette célèbre colline 30 du côté de Caponnet, entre Chef-Dupont et Amfreville. L'ensemble de ces hommes vont se retrouver en fait complètement isolés sur cette zone. Euh, on va avoir dans un premier temps ces hommes du 505e régiment dans le bourg de Sainte-Mère qui vont tenter de percer une ligne sur la route de Sainte-Mère-Église jusqu'à Picoville, hein, avec ce célèbre pont de la Fière, et de manière à pouvoir rejoindre ces hommes du 508e régiment de parachutistes. Établir une jonction également avec les hommes du 507e régiment de parachutistes sur Amfreville. Mais tout ça va pas pouvoir se faire tout simplement parce qu'à ce moment-là, l'armée allemande commence à se réorganiser et tire la position du côté de Kokini. Du côté de Kokini, l'autre côté du pont de la Fière, on va donc avoir des ripostes qui vont commencer à se faire sur Sainte-Mère. On le disait tout à l'heure, vers 9h30 va débuter la première contre-attaque allemande venant de Fauville, au sud de Sainte-Mère-Église. Et à ce moment-là va débuter également une autre contre-attaque allemande venant de l'ouest, venant du pont de la Fière. Des artilleurs allemands vont commencer à tirer sur le bourg de Sainte-Mère-Église notamment. Et entre midi et 13h, Sainte-Mère-Église est toujours sous le feu de l'artillerie allemande. On va avoir des mouvements de population, notamment dans le bourg de Sainte-Mère, parce que Sainte-Mère-Église, finalement, depuis le matin du 6 juin, il n'y a quasiment aucun combat dans le bourg de Sainte-Mère. Tous les combats se déroulent tout autour de Sainte-Mère-Église, mais il n'y a quasiment pas de combat dans le bourg, seulement des obus qui tombent, et on va avoir du coup cette population civile finalement que l'on oublie souvent de mentionner, hein, au milieu de ces combats. Cette population va bouger un petit peu partout. Certains habitants de Sainte-Mère vont partir en direction de La Fière, chose qu'il ne fallait absolument pas faire. D'autres vont prendre la direction de l'est en direction de Utah Beach. Ils vont aller, ces habitants, se réfugier chez de la famille, chez des connaissances, et on va avoir des populations qui vont se rassembler à l'intérieur des fermes. Ça va être le cas, on parlait tout de suite de la colline 30, prise par les hommes du 508e régiment de parachutistes. On va avoir sur la commune, je dirais le lieu-dit de Caponnet, on va avoir toute cette famille du côté ces différentes familles du côté de Caponnet qui vont se réfugier, notamment dans l'une des fermes la plus proche de la colline 30, la ferme Dorée, pour ne pas la nommer notamment. On va avoir une petite alliance qui va se créer dans l'heure de midi. Les premiers parachutistes américains qui sont positionnés sur cette colline 30 et complètement encerclés, soit par des unités allemandes, soit par les marais, vont devoir fonctionner en totale autonomie. Pour cela, ils vont être aidés par la population, et on a même différents habitants qui vont se mobiliser, et notamment faire des crêpes. Cette fameuse ferme à proximité de la colline 30, la journée du 6 juin, fournit 200 litres de lait pour donner à boire à l'ensemble des parachutistes. Les habitants vont donc se mobiliser comme ça, un petit peu, pour commencer à aider les différents paras. Dans l'heure de midi, il fait jour. Les paras et l'ensemble des hommes qui viennent de débarquer avaient pour ordre au début de ne pas forcément se mêler à la population. On ne savait pas comment ils allaient réagir. Au début, c'est pas les grandes embrassades comme on peut voir dans des vidéos d'archives. Donc ça va être un petit peu tendu, hein. On peut le voir sur certaines histoires, certaines interviews. Les premiers contacts avec les unités américaines sur le secteur de débarquement va être assez compliqué. Les parachutistes notamment, hein, pour revenir à cette colline 30, vont découvrir assez rapidement qu'en Normandie, un alcool local est produit en grande quantité. On en trouve dans pas mal de fermes, que ce soit le cidre, que ce soit le calvados. Et cette boisson va finalement permettre un petit peu à tout le monde de dénouer les langues. Ça va être un premier don offert en guise de bienvenue à ces unités américaines. Et donc, tout le monde comme ça va un petit peu s'organiser sur différents secteurs. Parce que ce que veulent évidemment les habitants normands, c'est que les Américains puissent prendre ce secteur,
qu'il n'y ait pas eh bien, de se souvenir évidemment du raid de Dieppe en 1942 où les Alliés ont été repoussés à la mer. Donc eh bien là c'est le but, tout le monde s'organise un petit peu partout, on va le voir aussi à Grain, hein, on en parlait ce matin lors des mauvais largages, cette nuit du moins, lors des mauvais largages, eh bien on va avoir des mobilisations de la population pour venir en aide à ces parachutistes qui sont des fois un petit peu isolés de tous les côtés. Et notamment eh bien, l'offre de ces premiers vers, ces premiers échanges avec les unités américaines qui seront au début un petit peu compliqués, évidemment à cause de la barrière de la langue, mais on pourra en reparler un petit peu plus tard dans la journée. L'ensemble de ces soldats vont utiliser différents stratagèmes pour pouvoir communiquer avec la population. Alors les troupes qui entrent désormais dans l'histoire sont d'une dimension et d'une valeur combative fondamentalement différentes de celles que nous avons rencontrées jusque-là. Nous avons à plusieurs reprises côtoyé des artilleurs, des soldats des divisions d'infanterie de réserve, et on a vu que la valeur combative de ces hommes, même s'ils étaient méritants, était quand même une valeur relative. Nous voyons arriver dans la bataille le 6e régiment de parachutistes allemands. Donc c'est un régiment composé de très jeunes recrues, particulièrement bien entraînés, très motivés et dotés d'un équipement conséquent. Donc ces troupes vont rapidement faire la différence, et lorsqu'elles vont s'affronter avec leurs homologues parachutistes américains, les combats vont être particulièrement violents. Si on songe au fait que ces unités ont pour mission de défendre principalement la ville de Carentan, on comprend les conditions dans lesquelles le combat va se dérouler si on admet l'idée que finalement la ville de Carentan ne sera libérée définitivement que le 12, voire le 13 juin, soit plus d'une semaine après les débuts de l'engagement. Donc des combats particulièrement violents, particulièrement meurtriers, qui s'engagent donc sur une zone qui va de la commune de Vierville jusqu'en retrait dans les environs de Carentan. Donc toute cette zone nouvelle du front va voir intervenir le Fallschirmjäger régiment 6, ce régiment donc, dont nous avons parlé, et mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Ces hommes donc sont équipés d'une manière fondamentalement différente des soldats de l'infanterie tels qu'on a pu le voir. Ils portent le casque M38 des parachutistes, donc un casque qui a été conçu et dimensionné pour faciliter le saut sans accident majeur pour les soldats. Ils portent également une blouse de saut, le plus souvent un motif camouflé, ce qui va avoir là encore une importance considérable puisque cela permettra aux Fallschirmjäger de se dissimuler à travers le bocage et dans la verdure au moment des combats. Ils sont également équipés d'une série de matériel beaucoup plus performants que ceux qu'on a pu voir dans les unités d'infanterie, mais malgré tout souffrent également d'un manque d'appui lourd en blindé, par exemple. Ceux-ci feront défaut au moins jusqu'au 12 juin. Et il manque également d'armes lourdes en tout genre. Donc ces unités vont néanmoins s'engager dans la bataille dans les heures qui suivent, puisque von der Heydte va décider de lui-même, malgré l'absence d'ordre provenant des états-majors, de les engager à des fins préventives face à ces troupes américaines, dont on dit qu'elles sont de plus en plus nombreuses, mais dont il ne sait finalement pas grand-chose. Alors la légende veut qu'à un moment donné de la journée, von der Heydte soit monté dans le clocher de Saint-Côme-du-Mont pour se rendre compte de la situation, très certainement en fin de matinée, pas beaucoup après, et il aurait donc vu, là encore, cette immense armada sur la côte. On aurait certainement tiré les conclusions qui vont avec sa connaissance de la guerre et du front, mais pour autant, cela n'aurait fait que conforter sa décision d'engager le bataillon Preschkat dans la bataille.